Shraga-Moum, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Bokerov, Shavua Tov. Shavua Tov, voilà, on est au début d'une semaine qui, comme je disais tout à l'heure, on espère que ce sera moins mouvementé que la semaine précédente, qui a été assez chargée, il faut bien l'avouer. Bien entendu, une semaine électorale au cours de laquelle on s'est focalisé sur ces résultats des élections. Alors avec vous qui êtes un observateur avisé, je voudrais essayer de revenir un peu sur les conclusions à tirer sur ce qui s'est passé mardi, le vote des Israéliens, avec, il faut bien l'avouer, plusieurs surprises, et j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord ce qui s'est passé, comment Binyamin Netanyahou a réussi à redresser la barre alors qu'il semblait être mal parti au début, et même au dernier jour de la campagne, et puis également les petits partis, le rôle dominant qu'ont joué les petits partis, et comment par exemple des partis qui étaient crédités de 6, 7, 8 mandats comme le parti Zéhout, ou même le parti de la nouvelle droite qui était donc largement apparemment au-dessus du seuil d'éligibilité, ne sont pas rentrés dans la 21e Knesset. Écoutez, d'abord, il faut reconnaître que Binyamin Netanyahou est un politicien absolument hors pair. C'est reconnu en Israël, c'est reconnu aussi à l'étranger. Il a réussi finalement ce qu'il avait fait aussi aux élections de 2015, c'est-à-dire de rameuter cette fameuse expression Gewalt en yiddish, qui est devenue très populaire dans le jargon politique israélien. Allez, comment vous nous la traduisez, Gewalt? Gewalt, ça veut dire au secours. Ah, au secours, oui, c'est ça. Non, littéralement, ça veut dire violence, mais c'était utilisé ouais, c'est au secours. Ouais, plutôt c'est au secours, ouais, au secours. Et finalement, il a réussi ce qu'il avait fait en 2015, c'est-à-dire de faire sortir jusqu'au dernier moment des électeurs du Likoud qui peut-être pensaient ne pas aller voter. Ouais. Et voilà, donc parce que sa thèse était de dire que si le Likoud n'est pas en tête, ou en tout cas à ex-aequo avec Bleu Blanc, le président de l'État risquait de charger Benny Gantz de faire le gouvernement. Donc ça a eu un prix, donc comme vous l'avez dit, pour les petits partis, dont comme il y en avait beaucoup, dont certains n'ont pas réussi à franchir le seuil d'éligibilité. Alors, c'est important de souligner parce que on a vu l'absence de Naftali Bennett qui était inattendue. Oui, bien sûr. Mais finalement, est-ce que Naftali Bennett n'a pas commis une erreur stratégique alors que dans l'ensemble de la classe politique israélienne au cours des dernières années, en raison du seuil d'éligibilité qui a augmenté, la tendance était plutôt à l'union, à l'unité. Il y a des partis comme le judaïsme unifié de la Torah, même la liste arabe unifiée, et qui elle s'est divisée cette fois-ci. Mais en général, la tendance était plutôt à l'unité, au rassemblement. Et là, Naftali Bennett a pris le risque, d'une certaine manière, de se diviser, de faire exploser, on peut dire la droite sioniste religieuse. C'était une erreur de sa part, à votre avis? Oui, à mon avis, c'est une erreur tactique pour deux raisons. La première, c'est que, comme vous dites, je crois que les Israéliens aspirent peut-être de nouveau à revenir à des partis plus grands et à une moindre parcellisation. Et deuxièmement, je pense que son idée, qui est pas mauvaise à l'origine, de dire qu'on va faire un parti de droite, mais réunissant religieux et non religieux, en fait, un tel parti existe déjà, c'est le Likoud. Donc, je pense qu'il a fait une erreur tactique là, qui risque, qui paye déjà maintenant et qui risque aussi de payer si on en croit les rumeurs qui circulent, comme quoi Ayelet Shaked envisagerait de retourner au Likoud. Donc c'est vrai que c'était une erreur. Est-ce que il y a un débat, on l'a vu même dans la presse de ce Shabbat, dans les éditoriaux et dans certains journaux comme le Makor Rishon qui sont proches de la droite israélienne. Il y a un grand débat à savoir sur la place du sionisme religieux, et c'est intéressant parce que vous connaissez bien ce monde, la mouvance sioniste religieuse, on la connaît bien, on peut le dire ensemble. Il y a ceux qui disent que, comme Naftali Bennett, qu'il faut s'ouvrir, et donc le parti, que d'une certaine manière aujourd'hui on ne peut pas exiger du sionisme religieux d'être à tous les pôles positions dans les différents secteurs de l'activité, de la vie sociétale en Israël, et de rester confiné dans un parti comme le Foyer Juif, qui est un parti, on va dire, communautariste, sectoriel, on va dire plus exactement, sectoriel. Est-ce que vous pensez que effectivement aujourd'hui il n'y a pas véritablement une place pour un mouvement sioniste religieux dans l'échiquier politique israélien?
Écoutez, personnellement, malgré les qualités qu'on reconnaît à beaucoup de personnalités politiques de cette mouvance-là, je crois que, personnellement, je pense que l'idée même de partis religieux, que ce soit d'ailleurs sionistes religieux ou orthodoxes, est un peu anachronique maintenant et puis et fait plus de tort que de bien. Moi, je pense que, personnellement, qu'il faudrait venir à une vie politique israélienne avec des partis plus grands, et 3 ou 4 partis qui représentent les principaux secteurs de la population, ce qui éviterait d'ailleurs de faire perdre de nombreuses voix, comme ça s'est vu dans ces élections, où les partis de droite, les partis religieux ont perdu beaucoup plus que 100 000, 150 000 voix. Oh oui, au moins, près de 200 000. Oui. Plus que 200 000 même. Près de 200 000, oui. Voilà, ça fait 200 000, ça fait presque 5 mandats au moins. Hein. Ouais, exactement. Et même si le parti sioniste religieux, et c'est vrai, à travers les ministres qui l'ont représenté, ont agi pour toute la population, l'image qui est donnée, c'est quand même de partis sectoriels, comme les partis orthodoxes d'ailleurs. Même si, par exemple, le ministre de la Santé, qui est orthodoxe, a pris des mesures en tant que ministre de la Santé, qui servent toute la population, mais l'image qui est donnée, c'est quand même l'image de politiciens qui servent plutôt un secteur de population précis. Et alors là, d'une certaine manière, je vous pose la question, les orthodoxes, eux, en dépit des tentatives, hein, parce que Benjamin Netanyahou, au dernier jour, est allé même se faire interviewer par les radios orthodoxes pour essayer de ponctionner, on va dire, même ces partis, on a vu que les orthodoxes restaient également très resserrés autour de leur leadership, et alors que l'on pensait que, justement, dans l'absence de grandes sommités rabbiniques qui donnaient une directive très claire, eh bien, le monde orthodoxe allait voter de manière un petit peu plus libre, peut-être pour d'autres partis, justement, comme le Likoud ou des formations moins religieuses. Eh bien, on voit qu'ils restent relativement soudés autour de ces deux formations qui sont le judaïsme de la Torah et le parti Chasse, hein, c'est-à-dire 8 mandats pour le parti Chasse dans la situation actuelle, c'est-à-dire que sans le Rav Ovadia Yosef, comment expliquer cela? Écoutez, moi je pense que dans le public orthodoxe, il y a aussi une attitude de discipline politique, c'est-à-dire on vote avec le groupe, même si les grandes sommités, comme vous dites, ne sont plus là. Et d'ailleurs, on le voit bien en tout cas pour le judaïsme ashkénaze orthodoxe, les Yahudut HaTorah étaient crédités invariablement de 6-7 sièges, et c'est ce qu'ils ont eu. Il y a quand même un petit mouvement dans le monde orthodoxe de personnes qui vont vers d'autres partis, mais c'est encore un réflexe quand même de groupe, un réflexe sociologique de voter pour les représentants orthodoxes, parce qu'ils sont censés représenter les intérêts précis du secteur orthodoxe. Donc, alors, on a parlé de pas mal de formations. Je voudrais revenir un peu sur les sondeurs, les instituts de sondage, parce qu'on en a, on a été abreuvé, hein, il faut bien l'avouer, pendant 3 mois de campagne électorale de sondage, quasiment quotidien. Les sondages avaient une certaine tendance, et puis brusquement, je le disais, on parlait du parti Zéhout. Le parti Zéhout a commencé à grimper dans les sondages. Il s'est avéré être apparemment la surprise des élections, et finalement, eh bien, je ne sais pas si on peut parler de Bérésina de la part des instituts de sondage, mais en fait, on peut dire que certains avaient touché juste, hein, on peut dire, certains avaient touché juste, d'autres moins, mais le fait est que, par exemple, personne n'avait prévu que le parti Zéhout n'entrerait pas à la Knesset, ou que le parti de la Nouvelle Droite n'entrerait pas à la Knesset. Est-ce que, et j'en veux pour preuve aussi une déclaration de Minat Semar, on va dire la grande prêtresse des sondages israéliens depuis de nombreuses années, qui elle-même a reconnu que pour la première fois, elle avait eu des résultats différents au sortir des urnes, différents de ceux des bureaux de vote qu'ils avaient l'échantillon avait ciblé. Comment expliquer? Est-ce que finalement on ne peut plus se référer au sondage à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure de cette ultra communication? Eh bien, on n'a plus la possibilité de faire confiance aux sondeurs. Bien
sûr, bien sûr. Bon, il y a différents éléments. Il y a aussi le fait que pas mal de gens qui, effectivement, dans les sondages répondent qu'ils vont voter pour tel parti, en dernier moment, plus ça approche, et même dans l'isoloir, ils se disent est-ce qu'on va voter pour un parti qui peut-être n'entrera pas à la Knesset? Donc il y a une espèce d'élément qui fait que même les sondages se tromperont. Et il y a aussi le fait, Samina Tsemar a accusé des électeurs du Likoud d'avoir menti en sortant des bureaux de vote et d'avoir dit qu'ils ont voté pour un autre parti et pas pour le Likoud. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est pas la première fois que les sondeurs se trompent. Et allô? Oui, je vous entends. Ah, parce que j'ai entendu un petit bruit dans le téléphone. Donc c'est pas la première fois que les sondeurs se trompent, et surtout Mina Tsemar. Et oui. D'ailleurs, ça a encore amplifié, l'aspect ridicule du discours de Benny Gantz le soir, qui, après les premières estimations, apparemment il n'avait pas l'expérience des années précédentes où il faut jamais crier victoire trop tôt, et parce que les estimations sont souvent très différentes du résultat du lendemain. Mais c'est vrai que aujourd'hui, les sondeurs sont montrés du doigt parce que élection après élection, on se rend compte qu'ils sont souvent inexacts et parfois même très très inexacts, quoi. Donc Alors, Shraga, essayons de nous projeter vers l'avenir. L'avenir, c'est la formation de ce gouvernement. On a l'impression véritablement que ça ne va pas être une mince affaire pour Benyamin Netanyahou, qui a une marge de manœuvre, il faut bien l'avouer, assez restreinte, même si... Oui, parce que chaque parti peut faire tomber le gouvernement. Chaque parti, exactement. Voilà. Et là, on voit déjà les enchères qui grimpent très rapidement avec Avigdor Lieberman, qui était, on va dire, il faut bien l'avouer, donné perdant. On le donnait justement beaucoup en très mauvaise position dans les sondages. Finalement, il se retrouve avec 5 mandats. Et alors qu'avec le même nombre de mandats aux précédentes élections, il s'était contenté du ministère de la Défense et du ministère de l'Intégration. Le voilà déjà réclamé et le ministère de la Défense et le ministère de l'Intérieur. Et donc là, quelque part, c'est-à-dire comment, à votre avis, Benyamin Netanyahou va-t-il essayer de s'en sortir pour parvenir à former une coalition? Quelles sont les cartes que le magicien Bibi dispose dans sa manche pour essayer de remporter là aussi cette campagne? Ouais, vous avez raison, parce qu'en fait, c'est un match qui se joue en 2 mi-temps. La première mi-temps a été remportée par Benyamin Netanyahou, mais la deuxième mi-temps sera plus difficile, d'abord parce que les joueurs sont fatigués et le capitaine de l'équipe est fatigué. Et puis c'est vrai qu'il va y avoir des tractations très très serrées avec chaque parti. Je ne sais pas exactement comment ça va se dérouler, mais il y a toujours une position de départ, il est vrai, où chacun monte les enchères de manière très 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 haute, en sachant très bien qu'il n'obtiendra pas ce qu'il veut, parce que si on écoute les doléances de chacun, aucun gouvernement ne sera possible, parce que parce que là on a l'impression, c'est-à-dire on l'a vu, Benyamin Netanyahou il est passé maître dans l'art de négocier dans ce genre de situation, mais on l'a vu par exemple dans d'autres situations. La dernière fois, effectivement, il y avait la possibilité de former un gouvernement avec 61 députés sans Avigdor Lieberman, qui au début n'était pas rentré, qui finalement s'est rentré. Là, c'est pas possible. Et là, d'un autre côté, on avait peut-être l'impression qu'il y avait une option d'un gouvernement d'union nationale en 2015 avec Yitzhak Herzog, qui n'était pas foncièrement opposé à rentrer dans un gouvernement. Mais là, on a du mal à imaginer un Benny Gantz et Lapid rentrer dans un gouvernement d'union nationale avec Benyamin Netanyahou. Ça veut dire que là, véritablement, Netanyahou n'a quasiment pas de marge de manœuvre. Il ne peut pas aller dire je vais former une coalition gouvernementale, une alternative avec un gouvernement d'union, et même pour faire baisser les enchères des petits partis. Oui, c'est ça. Il a moins de cartes en main, même en étant maître des négociations, comme vous dites. Ça va être très difficile, mais à mon avis, il y a aussi chaque parti aussi, tout en montant les enchères, a envie d'être influent et de faire partie d'une coalition. Donc je pense que des choses vont peut-être se dissiper un peu. Ils mettront de l'eau dans leur vin, parce que je vois pas non plus Avigdor Lieberman faire une alliance avec Benny Gantz et Meretz et ce qui reste du Parti travailliste. Donc il a aussi envie de faire partie d'un gouvernement. Il y a aussi, malheureusement, je pense, de la part d'Avigdor Lieberman, un aspect personnel d'espèce de vengeance envers Benyamin Netanyahou. Et ces choses-là jouent aussi, malheureusement,
dans la vie politique. Et je pense que ça va prendre du temps et ce sera très difficile parce qu'il y a des ministères qui sont souhaités, qui sont voilà par plusieurs convoités, comme l'éducation convoitée, voilà, merci, comme l'éducation, comme la justice, comme la défense aussi, l'intérieur, parce que l'intérieur ayant été aux orthodoxes avec Aryeh Deri et puis Avigdor Lieberman, c'est pourquoi il veut ce ministère aussi. Donc ça va être extrêmement difficile. Mais bon, on a déjà vu lors de précédentes élections, tout d'un coup, en général, donc, il est probable qui ont été faits, par exemple, en disant on va repousser la discussion sur cette loi à 6 mois, etc., pour essayer de comment dire ça, de dégoupiller un peu désamorcer. À votre avis, et ce sera ma dernière question, Shraga, le poids des enquêtes judiciaires, le poids de l'audition que doit faire le conseil juridique du gouvernement à Binyamin Netanyahou dans les prochains mois, quel va être le poids de ces enquêtes, de ces dossiers judiciaires dans et la formation du gouvernement et la survie, en tout cas, ou la vie du prochain gouvernement de Netanyahou? Eh bien, écoutez, à mon avis, là aussi, il a remporté une petite victoire pour le moment, c'est-à-dire en se ralliant à Moshe Kahlon, qui va apparemment rejoindre le Likoud. Et la condition, c'est que justement Moshe Kahlon, qui était le plus réticent avant les élections, qui disait que si jamais une mise en examen était prononcée, il quitterait le gouvernement. Et là, donc, pour le moment, Binyamin Netanyahou a réussi quelque chose d'assez fort, parce qu'on appelle ça aujourd'hui la coalition de la mise en examen. Ça veut dire que pour le moment, tous les partis qui seraient dans la coalition seraient d'accord pour que Binyamin Netanyahou, d'ailleurs comme la loi le permet, puisse rester Premier ministre, même en cas de mise en examen après audition. Mais c'est vrai que l'ambiance sera très spéciale. Il y aura beaucoup de, comme l'a dit Lapid, avec beaucoup de tact, entre guillemets. Ils vont pourrir la vie de ce gouvernement et du Parlement. Donc on prévoit des mois assez houleux, à moins qu'après l'audition, le conseiller juridique du gouvernement décide finalement de ne pas mettre en examen le Premier ministre, qui est aussi une option possible. Hein. Oui. Mais en tout cas, c'est une législature qui promet de ne pas finir peut-être son mandat, en tout cas qui sera déjà très difficile à mettre en marche. Et en tout cas, pour le bien du pays, on espère que tout se passera bien et que en tout cas, Binyamin Netanyahou, il faut le rappeler, à partir du 15 juillet, si je ne m'abuse, aura battu le record de longévité du Premier ministre David Ben-Gurion, du père fondateur de l'État d'Israël à la tête du pays. Ça sera déjà, on va dire, une réussite bien en sûr. soi. Et de toute manière, il faut le reconnaître, qu'on soit de droite ou de gauche, que Binyamin Netanyahou, une bête politique. À l'étranger comme en Israël, est un politicien vraiment particulièrement exceptionnel. Comme on dit en hébreu, qui a des kabbalot, c'est-à-dire qui peut présenter des... Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Shraga. Merci beaucoup, Shraga Blum, de nous avoir aidé à commenter Pessar Kacher et Sameach. Voilà, on va nettoyer le Hametz. Et voilà, on se calme. La campagne a été très violente. Alors, un peu de calme. Merci beaucoup, Shraga et Chag Sameach. À bientôt. Merci à vous tous, les auditeurs. Voilà, shalom, shalom. Au revoir.